Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, nous parlerons rugby dans notre rubrique C'est Sport. Donc détail avec Jamie Waimo. Ensuite, nous irons donc sur l'îlot Amédée. Nous parlerons des sternes, donc des oiseaux en voie de disparition. Camille Monnier nous en dit plus dans notre rubrique Grandeur Nature. Et enfin, pour notre rubrique Demandez le programme, comme d'habitude, c'est mercredi. C'est l'heure des sorties cinéma dans les salles de Nouméa, de La Foix et de Bourail. Pour l'heure, je vous propose de retrouver Albert Waimo, psychologue qui fait partie donc du collège des psychologues de la Nouvelle-Calédonie. Alors, je reçois aujourd'hui l'un des membres du collège des psychologues de la Nouvelle-Calédonie. Donc, vous êtes vous-même psychologue. Bonjour Albert Waimo. Bonjour Élise. Alors, on est là un peu pour parler des différentes conférences que va organiser le collège, justement. Mais avant de poursuivre sur le sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce fameux collège des psychologues de la Nouvelle-Calédonie? D'accord, donc je vais me présenter. Donc, oui. Effectivement, je m'appelle Albert Waimo. Je suis donc psychologue clinicien à l'aide sociale à l'enfance, en province Nord depuis donc 2008. D'accord. Et donc je suis moi-même donc vice-président de ce collège des psychologues et référent province Nord. Alors ce collège des psychologues, il a vu le jour en 2008. Voilà, donc l'objectif au départ, c'était un peu de faire fédérer un peu, voilà, je dirais, tous les psychologues du pays. Donc il y avait donc cet objectif-là. Le deuxième objectif, c'était de pouvoir, je dirais, créer un espace de rencontre, voilà, entre psy pour élaborer ensemble des pratiques professionnelles rencontrer voilà, dans nos divers endroits. Et l'un des trois objectifs, c'est surtout donc de participer aussi, j'ai envie de dire, un peu à la construction du pays par rapport aux différentes problématiques, aux phénomènes sociétaux qu'on rencontre. Et donc, c'était un peu aussi l'objectif d'ici, d'où l'organisation des différentes conférences décentralisées sur le pays. Alors justement, vous allez organiser des conférences un peu partout. Vous avez déjà commencé lundi à UVA. Alors, sur différents thèmes, on va dire, en gros, le thème, c'est la violence un peu. Alors, on va dire, une première question, est-ce que cette violence est née dans la rue, elle est née dans nos foyers, d'où est-ce qu'elle vient, cette violence? D'accord, donc oui, vous avez effectivement souligné que voilà, on était sur UVA, donc, le 3 octobre, là, donc à Wadjila, où effectivement on a rencontré voilà, des chefs coutumiers, la population d'UVA, des responsables de l'éducation, des jeunes. Donc là, le choix un peu de la violence, c'est la violence sous toutes ses formes. Donc voilà, et puis je dirais que cette thématique-là, elle a été, je vais dire, à l'origine, demandée voilà, par les gens du pays. Donc d'où nous, en amont, on avait voilà, je veux dire, fait un peu une genre de prospection voilà, dans différents lieux. Mais pourquoi ce thème, finalement? Parce que ce thème revient souvent, la violence revient souvent à l'école, elle revient souvent dans les couples, elle revient souvent dans notre société en général. Pourquoi avoir choisi ce thème? La violence, c'est vrai que c'est quelque chose qui pose question, c'est un phénomène de société. Et quand on n'a pas mis de sens, quand on n'a pas mis je dirais, élaboré tout ça, effectivement que ça angoisse, ça crée des états de stress, voilà, c'est des familles qui sont démunies par rapport à cette question. Et donc, voilà, c'est un peu l'objectif de nos espaces, je dirais, de rencontres qu'on organise voilà, au sein de chaque prévence pour répondre justement à cette demande latente. Alors, vous allez l'organiser, on va dire, à Nouméa, à Koumak. Mais qu'est-ce que vous attendez justement de ces conférences-là? Qu'est-ce que vous attendez du public qui viendra assister à ces conférences? Puisque c'est une invitation qu'on fait aujourd'hui. D'accord. Donc, nous, c'est d'abord voilà, un espace de rencontre, d'échange par rapport à des questions voilà, de tout ordre, qui, comme je vous disais, qui questionnent et puis qui fait que les gens sont un peu dans le mal-être, entre guillemets, ou voilà, tout ça. C'est d'expliquer aussi pourquoi il y a ces violences-là, selon plusieurs approches, parce que bon, là, c'est vrai que c'est les psychologues qui l'organisent, mais on est aussi ouvert à d'autres approches, notamment... Alors, sur quel support vous travaillez, justement?
En tant que psychologue, dans ma pratique, c'est ce que vous voulez me... Oui, en général, oui, bon, donc là, nous, donc, la conférence, ça va être surtout, je veux dire, une approche psychologique, ethnologique, voilà, anthropo, parce que, bon, je veux dire, la violence, elle est multifactorielle, et donc les réponses, forcément, c'est la prendre dans une dimension globale. Donc, effectivement, donc, il y aura des, en tout cas, ce qui nous concerne, donc, des réponses psychologiques, avec nos affinités, je veux dire, de lecture, donc psychanalytique ou la relation d'entraide, voilà, et puis systémique, voilà, ethnologique aussi, parce que ben, voilà, c'est important aussi d'interroger la culture, hein, parce que bon, le sujet c'est un être de la culture, et puis en même temps qu'il est être intersubjectif ou intrasubjectif, voilà, avec des désirs, des angoisses, des défenses. C'est vrai que beaucoup d'angoisses peuvent être détectées, mais si on ne parle pas, si on ne dévoile pas, ben, surtout avec notre culture, on va dire océanienne, même kanak, on est assez timide. Donc justement, comment faire comprendre aux gens qu'il faut parler pour déceler toutes ces, on va dire, ces violences. On parle souvent de suicides. L'an dernier, on parlait environ de 30 suicides par an pour 81%, hein, sont des hommes quand même. Donc, comment on fait pour déceler justement un suicide, par exemple? Donc ça, c'est une question qui est intéressante et moi, qui devrait, je dirais, faire l'objet de recherches, voilà, hein, je veux dire, plus accentuées ou plus approfondies. Toujours est-il que, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport au suicide, c'est de prendre... Enfin, en tout cas ici chez nous au pays, hein, notamment, vous parliez tout à l'heure des hommes, enfin, hein, dans la culture, de faire une double approche de la problématique, c'est-à-dire en même temps une approche, je dirais, culturelle, anthropologique, comment justement la culture intervient là-dedans. Donc là, c'est poser la question des appartenances culturelles, du statut, un travail avec les coutumiers du nom. Voilà, donc ça, c'est une approche, hein, donc je dirais, d'un point de vue culturel, mais bon, il y a aussi cette approche, j'ai envie de dire, psychologique, qui est plus de la dimension subjective, parce que le sujet, il est tiraillé entre la société traditionnelle et la société moderne, et forcément, il y a des choses qui se jouent, hein. Donc, hein, la culture, elle n'est pas figée, et donc ça, c'est intéressant aussi, d'un point de vue clinique, d'interroger un peu les ressentis, voilà, des sujets, parce que bon, on dit que la culture, c'est le psychisme, c'est universel, donc il faut travailler, à mon avis, sur les deux versants, prendre le suicide comme, voilà, la résolution du suicide comme dans une approche globale. Alors, travailler la psychologie, c'est quoi? Travailler d'abord à la maison, travailler à l'école, travailler... En psychologie, moi, j'ai des... Bon, hein, parce que j'ai des affinités, je dirais, hein, de par ma formation de psychanalyse. On dit que le suicide, c'est souvent voilà, l'acte ultime, on va dire, hein, voilà, parce que le sujet, voilà, il n'a pas pu élaborer, hein, des choses. Il n'a pas mis du sens, c'est quelque chose qui est difficile pour lui, hein, des choses difficiles liées à son histoire, à l'histoire de son enfance, de son vécu, enfin aussi de la vie de tous les jours. C'est souvent des sujets tabous, comment on fait pour ça? Oui, il faut créer des espaces de parole. Des espaces et bon, en même temps, j'ai envie de dire que dans la culture, on a aussi les espaces, hein, pour en parler. Bon, c'est vrai que c'est des tabous, mais je crois qu'il faut trouver l'espace voilà, adéquat. Hein, alors, on dit aussi dans certaines préventions, hein, que sur le suicide, par exemple, il faut éliminer certains facteurs comme les armes à feu, l'alcool, le cannabis. Est-ce que c'est la solution? J'ai envie de dire que je vous disais tout à l'heure, le problème il est multifactoriel. Hein, donc ça veut dire faire une approche, je veux dire, de la question du suicide, c'est mener une approche globale. Donc effectivement, ce qui est intéressant dans votre question, quand vous parlez de armes à feu, par exemple chez nous, les Mélanésiens, pourquoi on explique par exemple que voilà, les gens se pendent? Hein, parce que ça, c'est important. Pourquoi utiliser la pendaison comme, voilà, pour se suicider? Donc, vous voyez, ça, c'est pourquoi les armes à feu? Qu'est-ce qui fait qu'un Kanak voilà, qui a grandi dans la coutume, il va se suicider, alors que le même Kanak voilà, qui a grandi, qui a connu cet environnement-là, il ne va pas se suicider? Est-ce qu'il y a des facteurs de vulnérabilité? Donc, je pense que c'est important, effectivement, comme vous dites, de faire une approche donc, du suicide.
en se posant un peu des questions sur, sur ces facteurs de vulnérabilité. Est-ce qu'il y a des facteurs de vulnérabilité qui expliquent tel jeune va se suicider que l'autre. Donc ça, c'est important, vous voyez. Voilà, donc chers téléspectateurs, si vous avez envie d'aborder le sujet également, voilà. Différentes conférences seront organisées dans tout le pays. Donc je vais laisser Monsieur Wamo donc vous partager les dates qui aura lieu justement dans les différents lieux du pays. Donc quand est-ce que va se poursuivre ces conférences? D'accord, donc on était le lundi, là, enfin samedi 3 octobre, on était sur Wadjila Ouvea où vraiment il y a eu... la population, la jeunesse qui a répondu avec les coutumiers, donc le personnel éducatif, les familles. Donc comme quoi on peut trouver aussi des espaces chez nous pour en discuter. Hein. Je veux dire, c'est pas impossible. Hein. Donc encore faut-il le vouloir. Et le vouloir, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, c'est le faire. Ensuite, donc le vendredi 10 octobre, donc on sera à Touo, au CDP de Touo, hein, donc de 14h à 16h. La thématique retenue, c'est la violence qui ne dit pas son nom. Le samedi 11 octobre, on sera donc à Koné, à la tribu de Konyombo, de 9h à midi. Et donc la thématique retenue, ce sont les conduites à risque chez les jeunes. Le jeudi 16 octobre 2014, donc une conférence donc au Province Sud, hein, au Centre culturel de Tchibaou. Thématique, transformer la violence en Océanie après un an. Parce que l'année dernière, il y a eu le congrès des psychologues océaniens. Et donc ça, c'est un peu faire... c'est la suite, quoi. C'est la suite. Et enfin, le jeudi 18 octobre, à la tribu de Chepné, donc à Lifou, voilà, hein, une thématique sur le suicide des jeunes. Donc, voilà. Donc ça, c'était un peu... Et ces thématiques, je voulais souligner que c'est des thématiques qui étaient... je veux dire, de la source de la population. C'était vraiment une demande, donc il y a travaillé en amont, enfin, je veux dire, pour répertorier un peu toutes les demandes. Donc, par exemple, l'IFU, là, ce qu'on a connu dernièrement, voilà, les suicides. Donc, voilà. Voilà, donc toutes ces problématiques seront donc développées durant ces rencontres. Est-ce que, donc pour terminer cet entretien, quel est le message que vous avez envie de passer aujourd'hui aux jeunes aux jeunes Calédoniens qui nous regardent aujourd'hui? D'accord, oui. Écoutez, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est simplement, formez-vous. Voilà, le pays de demain vous appartient. Que les études de psycho, c'est à la portée de tous. Voilà, et que quand on a le désir, quand on a la motivation, on peut réussir. Voilà. Donc je vais terminer comme ça. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cet entretien. Donc Albert Wamo, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour Davina. Ça va Elise? Ça va. Bonjour et bonjour aussi à nos amis à la maison. Donc on commence l'agenda avec des avis de coupure de courant. Voilà la bonne nouvelle pour ce matin. Donc on commence avec la commune de Poya. Il y aura une coupure de courant sur les régions de Krikamic, de Mwanda, du CRI du 14 juillet, de Nobo et puis le col des Citrons. Aujourd'hui, de 7h30 à 15h30. Et puis sur la commune de Pointe-Dimier, les régions de Tietina, la vallée d'Amois, Saint-Denis et Ouagap. Demain, jeudi 9, de 8h à 15h pour l'entretien du réseau haute tension. Voilà, j'espère que vous avez été à l'écoute et cette fois-ci direction Pointe-Boute. Oui, on parle de l'association des rodéomènes de Pointe-Boute, donc qui organise un loto le samedi 11 octobre, voilà, en salle polyvalente de Pointe-Boute à partir de 14h. Les bénéfices serviront à équiper nos amis rodéomènes de Pointe-Boute. Et puis en passant, je voulais parler de Yingen où il y aura la présence du chapiteau jusqu'au 12 octobre chaque soir. Donc il y a un spectacle différent qui vous est proposé. Allez-y, c'est en entrée libre, donc voilà. Voilà, et de Yingen, direction Vaud pour les vacances. Oui, alors on va parler de l'association pour la formation et l'animation culturelle et socio-éducative, donc qu'on appelle l'AFAX, qui organise un camp sous-tente sur le terrain sportif de Vaud, voilà, pour les enfants et les jeunes de 8 à 17 ans. Donc si vous êtes intéressé, il y a un numéro de téléphone, donc le 89 16 01. Des activités culturelles et sportives vous seront proposées. Ensuite, Élise, je voulais faire un point sur les prochaines permanences pour les vacances, les permanences juridiques en province Nord. Donc voilà, lundi 13 octobre, la permanence se fera à Pointe-Dimier, à l'annexe de la province Nord. Ensuite, mardi 14, ils seront à Vaud, à la case, de 8h à midi toujours. Et la semaine qui suit, ils seront donc à Koné le mercredi 22, toujours de 8h à midi, face au marché, là, la petite case. Et
Après, jeudi, ils seront à Point-Bout, à la mairie. Et pour finir, ils seront vendredi 24 à Canala, de 8h à midi, toujours au dispensaire. Et pour continuer cet agenda, on parle d'un concours de mots. Oui, j'en avais déjà parlé. Tu te rappelles, Élise, la 6e édition du concours du Pilot des mots. Voilà, c'est ouvert à tous. Je vous le rappelle, à partir de 6 ans, la forme est libre. Il faut un maximum de divers, pas plus, pas moins. Donc voilà. Enfin, pas moins, si, mais pas plus, non. Voilà, le thème choisi, c'est les expressions et les mots calédoniens. Le but, c'est d'utiliser, d'exploiter le vocabulaire qu'on a chez nous. D'accord. Comme, par exemple? Oh, il y en a tellement, Elise, je ne vais pas commencer, sinon on ne va pas s'arrêter. Juste, voilà, c'est ouvert à nous, mais pas qu'à nous. Il y a aussi nos amis vanuatais qui peuvent participer si ils le désirent. D'ailleurs, les mots en bichlama sont les bienvenus, donc n'hésitez pas. Vous pouvez donc, si vous souhaitez concourir, envoyer vos textes à l'adresse qui va s'afficher. Donc, Alliance Champlain, BP 81 33 98 807 Nouméa CEDEX. Vous avez aussi la possibilité de vous procurer le règlement sur le www.alliance-champlain.asso.nc et vous avez jusqu'au 21 octobre pour concourir. Voilà, donc ensuite, direction la mine de Tiebagi à Koumak. Oui, pour un week-end découverte les 18 et 19 octobre sur le site donc, de la mine de Tiebagi. Il y aura plusieurs activités qui ont pour but de faire revivre le site et puis de faire connaître aussi. Je sais qu'il y aura, comme je le disais la dernière fois, du pain qui sera fait à la boulangerie qu'il y avait sur le site, qu'il y a toujours d'ailleurs. Ils vont essayer aussi de mettre en avant l'église en faisant une messe dans l'église du site. Si vous souhaitez donc faire un petit tour, voilà, n'oubliez pas les 18 et 19 octobre. C'est organisé par la province Nord, par la mairie de Koumak et puis par l'association pour la sauvegarde du patrimoine minier et historique nord-calédonien. Voilà, et on va du côté cette fois-ci de Puebo pour la suite de cet agenda. Oui, alors à Puebo, pour bientôt, il y aura la fête du Moita. Donc voilà, c'est la 17e édition. Bonne banane écrasée, là, avec du coco. 17e édition cette année, voilà. Donc les inscriptions pour ceux qui souhaitent participer en tenant un stand, notamment, les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre. Il y a un numéro de téléphone pour vous, donc le 94 99 59. Sachez que le Moita, c'est une seule journée et c'est donc le 25 octobre sur le site de Carrion, plage de Saint-Mathieu sur Puebo. Voilà, une occasion d'aller goûter les bons moitas de Puebo, mais aussi de découvrir la commune de Puebo. Et pour finir, direction une autre commune, donc celle de Bourail. Oui, pour terminer, on va à Bourail, un lieu que Élise aime bien d'ailleurs. On va aller à Bourail pour l'exposition qui s'appelle « Le pain durant la Grande Guerre », visible jusqu'au 31 octobre, voilà, au musée. Oui, j'adore cette commune parce qu'elle abrite beaucoup d'histoires du pays, comme par exemple le musée de la Nouvelle-Calédonie de Bourail, par contre, qui cache la guillotine. C'est une belle commune, donc allez visiter. Merci Davina. Merci Élise, au revoir tout le monde. Allez, on retrouve notre amie Jamie pour la rubrique C'est Sport. Alors le rugby, c'est dans ces sports avec le championnat de rugby du pays qui arrive presque à son terme. C'est ce qu'on va développer dans notre chronique C'est Sport. Bonjour Jamie. Bonjour Élise et bonjour le pays. Avant de commencer, elle est stylée quand même, la petite fleur sur le côté, bien assortie à ta robe. Merci beaucoup. Voilà, je tenais quand même à le dire avant de commencer. Donc bonjour à tous. On va débuter donc le championnat qui voit la fin de son périple. Et déjà, on connaît le nom de l'un des finalistes. C'est l'Olympique de Nouméa, invaincu depuis le début de la saison. Le club de la capitale, leader du championnat, est quasi assuré de disputer la finale donc, de ce championnat contre le vainqueur de la demi-finale qui opposera le deuxième au troisième toujours du championnat. Et ça se jouera entre l'URC d'Imbéa et le RC Mondor. Voilà, il reste une journée au club nouméen pour préparer donc cette finale et récupérer le bouclier qui sacre le champion de Calédonie. Un trophée qui leur échappe aux joueurs de l'Olympique, puisque l'an dernier, il s'était incliné en finale contre le RC Mondor. Donc, si le RC Mondor se qualifie pour cette finale, on aura un petit sentiment de revanche dans l'air qui pourrait annoncer, les hostilités sur le terrain. Alors, l'Olympique de Nouméa a vaincu durant la saison régulière. Quels sont les stats du club ?
Alors le club possède d'énormes statistiques, je vais y arriver, avec des voyants qui sont tout le temps, toujours restés dans le vert. L'Olympique, c'est vraiment le mastodonte du championnat. Invaincu en championnat donc, mais également invaincu dans toute compétition confondue. On peut dire que c'est vraiment du 100% avec un total de 134 points marqués, dans 50 à domicile, puis 84 à l'extérieur. On notera que c'est toujours pas évident de marquer des points à l'extérieur. Et 83, c'est le nombre de points encaissés, 34 à domicile et 49 à l'extérieur. En plus d'être une équipe invaincue en championnat, on peut noter que c'est le club qui a encaissé aucun carton, puisque au compteur, il y a 0 carton rouge et 0 carton jaune. On peut voir que le fair play l'emporte. De belles statistiques que l'on aimerait voir le plus souvent sur tous les terrains de sport. Alors d'ailleurs, des performances récompensées par des sélections en équipe nationale. C'est ça, Elise. 5 Olympiens convoqués pour défendre le maillot rouge et gris dans une compétition qui s'était déroulée la semaine dernière en Australie pour un tournoi de rugby à 7. Des sélections donc qui viennent récompenser le travail effectué par les grands frères du club auprès de la jeunesse. Un travail qui a su lier la fougue donc de cette jeunesse avec l'expérience des aînés. La solidarité, c'est sur cette valeur que le club veut écrire ses nouvelles pages du rugby. Conscient du travail qu'il leur reste à faire, c'est dans cet état d'esprit qu'ils répètent les mouvements défensifs et offensifs. Je parle bien sûr des séances à l'entraînement, de l'application, de la concentration, ne pas se relâcher et ne pas se laisser distraire car souvent l'inattention leur a fait défaut. Tout de suite, plaquage à Sainte-Marie, rencontre avec ce club, ce mastodonte du championnat. Si on devait présenter l'Olympique de Nouméa en général, on remonterait jusqu'au 8 août 1930. Donc 15 sections, 2800 licenciés. Aujourd'hui, le rugby constitue, je dirais, une des sections importantes dans ses résultats dans le club olympique de Nouméa, déjà depuis quelques années. Il nous est arrivé d'arriver plusieurs fois en finale. Et j'ai l'impression que cette année, c'est notre année. Voilà, on sent quelque chose qui se passe. On a un beau parcours puisqu'on est invaincu depuis le début de l'année, dû à une belle préparation de début de saison. Les autres équipes commencent à gratter derrière et donc à nous suivre sur le terrain de la performance. Et là maintenant on se retrouve vraiment avec des belles bagarres sur chaque match, avec des résultats indécis. Mais comme on a pris un peu d'avance, donc on est quand même assuré d'être nous en finale. Le reste on le verra sur le terrain le jour de la finale. Attends un peu, attends, jeu. Voilà, très bien. Quelqu'un que je dois absolument remercier, c'est Philippe Poquet, qui est aujourd'hui le secrétaire général, mais qui a été longtemps le président du club, de la section rugby, qui a porté cette section pendant longtemps à bout de bras, tout seul. Aujourd'hui, on a voulu cette année lui donner un bon coup de main. Donc on a vraiment une grosse équipe restructurée avec une chaîne complète depuis les tout petits, 8-10 ans, jusqu'à l'équipe senior, et avec tout un tas de cadres qu'on a mis en place pour que la structuration soit faite pour de longues années maintenant. J'avais remonté le club de l'Olympique à la demande de Patrick, qui est le président actuel, qui était le président de l'Olympique Général, et le club était en train de mourir il y a quelques années, donc il m'a demandé de le reprendre. Donc je l'ai repris avec mes jeunes de la section rugby de Champagnat, dont sont issus une bonne partie des joueurs actuels là, seniors. Et voilà, donc le club a été remonté. Pendant 6-7 ans, on a fait mûrir nos jeunes, voilà, qui arrivent cette année à maintenant dominer le championnat, puisqu'ils le dominent depuis le début de l'année. Même si, comme a dit Patrick tout à l'heure, l'écart se resserre. Voilà. Donc c'est un esprit de groupe qu'on a surtout, puisqu'on fait partie nos jeunes font partie de la vallée des Colons, de la vallée du Tir, maintenant de Ducos. Voilà. Donc voilà, on a le fruit du travail qu'on a fait pendant une dizaine d'années avec ces jeunes-là. On était en finale l'année dernière avec des jeunes qui n'avaient que 3 matchs derrière eux et qui ont un peu explosé l'année dernière le jour de la finale. Cette année, on est capable du meilleur, mais en même temps, dans le match, on a des
des moments, dans les matchs, on a des moments où on se laisse aller, voilà, où on domine bien la première partie du match et puis après on se relâche et on laisse nos adversaires revenir. Donc on fait un gros effort là-dessus à l'heure actuelle pour qu'on soit concentré sur les 80 minutes que dure un match. Ça, c'est ce qui nous manque à chaque fois. Hein. Pour le premier mi-temps, on mène de 40-0. Deuxième mi-temps, c'est la fête. Là, on n'a plus envie de défendre, on ne se regarde plus, on ne se parle plus. Là, vous avez vu que dès que vous mettez l'adversaire sous pression, il panique. Et là, il commence à jeter les ballons à tout va. C'est ça qu'il faut faire. Le filet à poisson, pensez toujours au filet à poisson. Là, j'ai envie d'attraper un gros caron ou je sais pas moi. Ça marche? Donc, essayez de vous appliquer un peu plus de communication visuelle et communication orale. Ok? Là, surtout, là, j'ai axé sur la défense parce que c'est notre plus grosse lacune en fait. En attaque, il n'y a pas de souci. Bon, le physique, on le fait toujours. Physique intégré avec ballon, dans les situations de jeu. Sinon, pour moi, le gros point à travailler, c'est surtout la défense. C'est pour ça que je commence à le mettre en place pour qu'on soit prêt pour la finale. Là, on est en train de travailler la défense inversée. Donc, on essaye vraiment de couper les transmissions de balles de l'adversaire. On essaye de l'empêcher d'avoir un temps de réaction et pouvoir mettre en place son jeu offensif. Donc, le but de la défense inversée, c'est surtout ça, quoi. Avec la fatigue et tout, il y a un manque de lucidité au bout d'un moment. C'est là où vraiment on doit travailler mentalement. Et comme je disais, il va falloir communiquer visuellement parce qu'au bout d'un moment, les mecs sont fatigués et ils ne parlent plus. Du coup, ça laisse un peu des options pour l'adversaire. Cette année, on a une très belle équipe. On a une équipe assez jeune, avec certains anciens qui sont toujours là pour donner la main. On a passé beaucoup de moments bas. Et quelques années de cela, on avait du mal à remonter la pente pour être parmi le trio, quoi, les 3 premiers. Et depuis déjà 2 années, il y a une belle équipe qui a commencé à se construire. Et cette année, on a fait beaucoup de progrès. On a fait un sans faute depuis le début d'année. Et on espère continuer pareil. On a terminé l'année dernière avec une défaite en finale face au Mont d'Or qui a été plus forte que nous. Et on s'était promis, et on leur a promis à Mont d'Or l'année dernière au jour de la finale, que cette année, 2014, on allait revenir récupérer le bouclier. Cette promesse-là, on l'a tous gardée en tête, les joueurs et moi, avec les responsables. Et on s'est entraîné très dur. On a pris chaque match comme il fallait. On a considéré l'équipe en face comme il fallait. On a gagné tous les matchs jusqu'à présent, aucune défaite. Et ça, c'est quelque chose de bien. On a un objectif, c'est de terminer l'année. Premièrement, récupérer le bouclier et aussi essayer un sans faute, aucune défaite, qui a bien commencé. Il nous reste 3 matchs en comptant la finale. Il y a 2 matchs qui nous restent là avec le URCD de Dembia, qui sont 2e au classement, et Païta. Ça ne va pas être un match facile. On va se préparer pour affronter le 2e du classement et continuer sérieusement avec les garçons. Ok, balle! Voilà, donc on a vu dans ce reportage qu'il y avait pas mal de jeunes qui s'entraînent. Ce sont tous des seniors? Alors pour la plupart, ce sont des jeunes qui évoluent dans les catégories des U16 et des U18, toujours de l'Olympique. Des jeunes talentueux avec un avenir prometteur qui ont besoin de formation et d'apprentissage. Ce qui explique pourquoi Élise envoie pas mal de jeunes qui s'entraînent avec les seniors. Donc voilà, c'est la politique du club, une formation adaptée aux moyens, car le manque d'encadrants et de personnel contraint les dirigeants à intégrer cette jeunesse dans l'équipe senior, voilà, de façon à ce qu'ils puissent se former et puis acquérir toute l'expérience et l'apprentissage que pourront leur transmettre leurs aînés. Voilà, comme on dit, hein, les objectifs du club, sont clairs, c'est briller dans la durée et non dans l'éclair, ce qui explique pourquoi
il mène une politique véritablement axée sur la formation de la jeunesse. Voilà, et pour briller, il faut que vous gagniez donc la finale qui va se dérouler le 25 octobre prochain au stade de Rivière-Salée. Donc rendez-vous le 25 octobre. Et on enchaîne, Jamie, avec une information. Nous sommes à 2 semaines du Tour de voile du Caillou. Voilà, Élise, le 4e Tour de voile du pays, la Groupama Race version 2014. Sans tarder, on écoute les précisions de l'organisateur. Alors la Groupama Race, c'est une course autour de la Calédonie. On appelle ça une banane olympique. 600 000 nautiques à parcourir autour d'un des plus beaux lagons du monde. Ça part le 19 octobre 2014, d'ici quelques jours. On part de Nouméa, on passe par le Grand Passage au nord des îles Bélep et on revient à Nouméa. C'est une course qui nécessite beaucoup de courage puisque vous aurez à affronter durant 3 ou 4 jours les vents au portant, les vents arrière pour revenir à Nouméa. Bien évidemment, c'est une course de vitesse qui permettra au meilleur équipage de gagner. Au sein des équipages, nous aurons des équipages calédoniens et internationaux. Pour la 4e édition de la Groupama Race, nous aurons la chance d'avoir Franck Camas. Franck Camas avec l'ensemble de ses victoires autour du monde, dont la Volvo Ocean Race, des Jacques Vabre, un Franck Camas qui viendra défier les meilleurs marins du Pacifique, autant calédoniens que néo-zélandais. Alors en dehors de la course qui se passera sur le lagon, une course en temps compensé, une course en temps réel, tous les Calédoniens et tous les internautes au niveau mondial auront la chance de pouvoir participer à une course sur liveskipper.com à laquelle vous pourrez accéder sur la page groupamarace.com. J'invite chacun dimanche 19 octobre à 10h10 précise à suivre le départ de la Groupama Race qui aura lieu au Rocher à la Voile. Et puis chaque soir, nous aurons les commentaires des organisateurs au CNC pour connaître l'avancée des bateaux. Voilà, donc le départ qui sera donné le 19 octobre prochain au Rocher à la Voile. 10 bateaux seront en course pour parcourir 6000 nautiques autour du pays. Le record de l'épreuve est détenu par la team australia-nouvelle-calédonienne avec un temps de 3 jours, 23 heures, 20 minutes et 55 secondes, un record établi en 2008. Voilà, en ce qui concerne le tour donc, de voile du pays. Et on termine avec un autre tour, mais cette fois-ci à vélo. Voilà, dans une semaine sera donné le coup d'envoi de la 44e édition du Tour de Calédonie de cyclisme, avec comme en début de compétition le traditionnel prologue, et l'île de Djehou a été choisie pour ouvrir les débats. Le 16 octobre, ce sera le début de la grande boucle. Donc le rendez-vous est pris pour le 16 octobre et puis aussi le 19 octobre. Donc à intervalle réduit, 2 tours qui vont faire du bien et qui vont donner du spectacle pour tous les passionnés de voile, de cyclisme et tout simplement les passionnés de sport du pays. D'accord, voilà, merci. Bon rendez-vous. Merci Jamie. Merci Élise et merci à vous à la maison. Allez, on retrouve Mara pour notre rubrique La science et nous. Salut Mara. Salut Élise, bonjour à tous. Tous les objets que nous utilisons au quotidien sont le fruit de l'imagination débordante de certains hommes et femmes, dotés d'une capacité à rêver sans doute plus importante que les autres. Et je veux parler des inventeurs. Alors parfois, ils sont considérés comme farfelus, voire fous. En tout cas, ces personnes obtiennent rarement la reconnaissance du public de leur vivant, on va dire. Pourtant, parmi le foisonnement d'inventions qui ont vu le jour au cours de l'histoire de l'humanité, il y en a certaines qui sont devenues absolument indispensables aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, alors que quand les inventeurs les ont exposés à l'époque, peut-être qu'on leur a dit qu'ils étaient fous, voire inconscients. Et ça se passe toujours comme ça, hein. Ils sont trop en avance en fait sur leur temps. C'est ça, mais en tout cas, c'est grâce à eux que notre monde avance, que notre monde change en bien, mais aussi parfois en mal. Il faut le dire, on a tous en tête l'exemple d'Einstein et de sa théorie de la relativité qui ont mené à l'invention de la bombe atomique. En tout cas, ce sont des passionnés, hein. On le remarque souvent dans nos entourages. Il y a toujours un qui est plus bricoleur que d'autres. Est-ce qu'il y a des concours justement? Je pense qu'il y a un concours d'invention, je crois, tous les ans en France. Oui, alors ça se passe à Paris et c'est le concours Lépine qui date déjà de 1901. Donc cette année, c'était la 113e édition de ce concours. Donc comme quoi, voilà, il y aura toujours des inventeurs. Ça ne dépend pas de l'époque, même aujourd'hui, ça a encore beaucoup de succès. Cette année, il y avait environ 550 inventions qui ont été exposées. Donc ça fait beaucoup, donc ça s'explique parce qu'en fait de plus en plus avec la
crise, eh bien, forcément, les gens ont de l'espoir, ont envie de gagner leur vie, on va dire, grâce à leurs idées. Donc, ils tentent leur chance. Alors, forcément, ça doit jouer. Oui, voilà, forcément, ça joue, on ne va pas se voiler la face. Le fait d'avoir peut-être une nouvelle façon de gagner sa vie à la clé, ça joue beaucoup, mais ça ne diminue en rien le prestige de ce concours qui, depuis sa création, permet à certaines inventions de se faire connaître du grand public et parfois d'obtenir tellement de succès que maintenant, ils font partie de notre vie de tous les jours. Alors, est-ce que tu as des exemples d'inventions qui sortent de ce concours? En fait, il y en a tout un tas. Il y a énormément d'objets de notre quotidien qui ont vu le jour grâce à ce concours, justement. Alors, on peut citer par exemple le réchaud électrique qui a été présenté au concours Lépine en 1903. D'accord. Et donc, voilà, c'est l'alternative aux plaques à gaz qu'on connaît tous. Maintenant, on est passé aux plaques à induction. Donc, voilà, ça date de 1903. Il y a eu aussi le klaxon qui a été présenté à ce concours. Et puis, le moulin à café. Donc là, merci aux frères Peugeot qui l'ont présenté au concours. C'était en 1910. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans eux, Élise? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais il aurait bien fallu que quelqu'un, on va dire, invente... pense tout ça. Bon, maintenant, ça nous paraît normal, mais il faut quelqu'un qui a inventé. Exactement, un jour, c'est bien sorti de la tête de quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est ça qui est beau dans notre génération, dans notre humanité, on va dire. C'est justement ce fait-là qu'on ait toujours des idées et qu'on avance tout le temps comme ça. Alors, le challenge des inventeurs, c'est de nous convaincre justement que leurs inventions vont changer nos vies. De nos jours, leurs inventions, elles sont un peu moins mécaniques, c'est plus technologique, électronique et tout ça. Alors, il y a des inventeurs qui rêvent de nous faire voler en soucoupe volante, par exemple, ou encore de nous permettre de communiquer par télépathie, comme ce chercheur indonésien qui nous expose son idée dans ce petit reportage. On regarde. Communiquer directement de cerveau à cerveau, mais en passant par le net, c'est ce sur quoi on travaille dans ce laboratoire isolé à 2 heures de Jakarta. Orsito Purvo Taruno a établi ici, il y a 4 ans, un laboratoire de recherche en tomographie. Ce centre mène à bien des recherches sur les applications pratiques de scanners en utilisant et en étudiant les signaux électriques. On peut enregistrer à haute vitesse l'activité cérébrale simultanément à partir de 32 000 pixels du cerveau et nous allons pouvoir étudier différents niveaux d'activité à partir des différents points de notre cerveau. En obtenant ces données 3D de notre cerveau lui-même, nous mélangeons cela avec les différences de l'activité cérébrale pour produire des données 4D du cerveau. À base d'observations tirées des neurosciences, les chercheurs indonésiens travaillent sur une technologie qui rendrait possible une communication directe entre cerveaux, un peu comme dans X-Men. Une personne peut porter un casque de scanner qui lit son cerveau. Le casque va télécharger les données numériques du cerveau dans un serveur par le biais du net. Ensuite, ces données seront reçues par un casque porté par une autre personne et envoyées au cerveau du récepteur. Le scanner du cerveau va pouvoir à l'avenir établir une communication entre un cerveau humain, un ordinateur et un autre cerveau humain. Ces recherches ont été réalisées en collaboration avec l'université de Kyoto et n'ont pas encore abouti. Pour d'autres chercheurs, on en est même très loin. Les résultats obtenus par le chercheur indonésien seraient largement surestimés. Alors, Élise, convaincue? Ouais, bof, j'ai pas trop saisi la chose, mais bon, peut-être qu'un jour, on ne sait jamais. Galilée avait dit un jour que la Terre, elle était ronde, tout le monde l'a cru fou, et bien peut-être que lui, un jour, ça va être utile. C'est vrai, on ne peut pas savoir, mais j'avoue qu'il fait un peu savant fou quand on le regarde comme ça. Après, on ne sait pas, comme tu dis, peut-être qu'il est très en avance sur son temps et que c'est nous qui comprenons rien. Après tout, ça se passe souvent comme ça pour les grandes inventions. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des inventeurs qui sont vraiment fous, des inventions qui sont vraiment folles et qui ne voient jamais le jour, et puis aussi des inventeurs tellement passionnés qui vont jusqu'à mourir pour leurs inventions. Et je suppose que tu as une anecdote pour nous. Tu supposes bien. En fait, il y a malheureusement beaucoup d'histoires tristes autour des inventeurs. Donc, je peux citer aujourd'hui celle de monsieur Franz Reichelt. Donc, c'est un Autrichien, c'est pour ça que j'ai du mal à prononcer son nom, qui est né dans les années 1800 et qui a inventé, du moins en théorie, le manteau parachute que vous voyez à l'écran. Alors, cet inventeur, qui était d'ailleurs aussi appelé Flying Tailor, donc le tailleur volant. Il a tenté de prouver la robustesse de son invention en sautant du premier étage de la
Tour Eiffel. Donc bien sûr, il y avait toute une foule de curieux qui sont venus pour observer l'exploit. Et puis, malheureusement, le parachute ne s'est pas déployé et Flying Taylor s'est écrasé sur le béton en bas de la Tour Eiffel devant la foule de spectateurs. Ah ben c'est raté pour prouver que son invention était géniale. Pour le coup, c'est sûr que ça donne pas très envie de la tester, c'est clair. Sinon, une invention qui a vraiment changé le monde, elle, plutôt en bien, je pense d'ailleurs, c'est le téléphone, Élise. Ah ben moi, je peux pas dire le contraire. C'est vraiment probablement une des inventions qui a le plus changé le monde. Il a aboli les distances entre les familles et les cultures. Et je vais citer le film Everybody's Fine. Réfléchissez une minute à toutes les conversations qui sont passées par ce fil, les bonnes et les mauvaises nouvelles. Est-ce que le monde aurait été le même sans téléphone? Non, je pense pas. Je pense qu'il a joué franchement un rôle important dans l'histoire de l'humanité. Je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord. Alors, pour la petite histoire, l'invention du téléphone, c'est le fruit du travail de plusieurs inventeurs. Et encore aujourd'hui, c'est controversé. Mais pendant longtemps, cette invention a été attribuée à Alexandre Graham Bell. Et il se trouve, donc c'est un inventeur de renom, il se trouve que le jour où il est allé déposer le brevet pour son invention, eh bien, une autre personne, une femme, Elisha Gray, a déposé un brevet pour la même invention. Sauf que son brevet n'a été examiné que le lendemain, alors que celui de Bell a été examiné le jour même et donc a été validé avant celui de l'autre personne. Comme quoi, on va dire, ça tient à rien, le succès, la limite entre le succès et l'échec. C'est clair, il n'y a pas que le facteur travail dans la vie, il y a aussi le facteur chance, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'il faut bien entretenir son karma. Bon, en tout cas, ce téléphone, tout comme de nombreux appareils qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on considère comme normal de posséder de nos jours, comme par exemple le réfrigérateur, la télévision ou la machine à laver, eh bien, chaque année, les chercheurs se cassent la tête pour toujours les améliorer. Et puis aussi, il faut le dire, pour nous donner envie d'acheter encore et encore, eh bien, toutes ces innovations, elles sont présentées dans des salons tous les ans, dont le fameux salon IFA qui se déroule à Berlin. Et je vous propose qu'on y aille faire un petit tour ensemble à travers ce petit reportage. C'est parti. Le salon IFA, Grand Messe européenne de l'électronique, a fêté cette semaine à Berlin son 90e anniversaire. Près de 250 000 visiteurs sont venus en Allemagne découvrir les dernières innovations en matière d'objets connectés, des montres intelligentes aux aspirateurs robotisés en passant par la dernière génération de réfrigérateurs. Mais les véritables stars cette année étaient les smartphones. Cette année, le salon IFA est presque entré en compétition avec le Mobile World Congress de Barcelone. Tous les fabricants étaient présents à Berlin pour montrer leurs dernières nouveautés. Tout d'abord, Samsung, l'un des plus importants fabricants de téléphones avec Apple, a présenté plusieurs smartphones et phablettes, dont le Galaxy Note 4, qui contient un écran haute définition et une caméra 16 mégapixels, sortie prévue en octobre. Le Galaxy Note 4 possède un écran extra large, ce qui fait que vous pouvez utiliser deux applications en même temps. Donc par exemple, vous pouvez copier des images directement dans votre Messenger. Il y a aussi un stylet, ce qui est parfait pour prendre des notes, et vous pouvez convertir ces notes en réalité virtuelle. Vous pouvez regarder des films, aller dans différents mondes, jouer. Et nous avons aussi le Galaxy Edge qui est doté d'un écran incurvé qui permet de séparer les informations. Vous pouvez avoir vos applications favorites ici et vous pouvez aussi gérer votre téléphone. Allons faire un tour sur le stand de Sony. L'Xperia Z2 n'est pas sorti depuis très longtemps, mais la firme Nippon n'attend pas aussi longtemps que ses rivales pour rafraîchir sa gamme. Voici donc l'Xperia Z3, un smartphone avec un écran de 4,6 pouces qui ne craint pas l'eau. Sony espère que ce nouveau modèle l'aidera à remonter la pente dans la guerre des mobiles. Les Chinois inondent le marché du mobile d'une manière très agressive. Quelle est donc leur stratégie selon vous? Qual è la strategia dietro tutto questo, secondo la sua opinione? Je ne peux pas vous parler de toutes les différentes stratégies des fabricants chinois, mais je peux vous parler de celle de Huawei.
Il y a 2 ans, nous avons pris la décision d'entrer dans le consumer's business. Nous sommes en train de bâtir un important réseau global. Nous voulons mettre au profit des consommateurs toutes les technologies que nous avons développées en interne parce que nous sommes confiants sur le fait qu'à l'avenir, nos produits marcheront mieux que ceux de la concurrence. Huawei a ainsi présenté le nouvel Ascenmate 7, un smartphone avec un processeur à 8 cœurs et un écran de 6 pouces plus grand que le dernier modèle dévoilé par Apple, qui l'appelle aux alentours de 500 €. Laissons de côté les téléphones pour découvrir les dernières nouveautés en matière d'électroménager connecté. Ainsi, certains fabricants proposent maintenant des applications sur téléphone et tablette pour contrôler le lave-vaisselle. Désormais, votre four sera aussi capable de reconnaître ce que vous préparez et gérera la cuisson. Quant à ce réfrigérateur, il intègre 2 caméras accessibles à distance via Internet pour toujours savoir ce que vous avez en stock pour le repas et ne pas être pris de court si vous vous trouvez au supermarché. Voilà, toujours plus de gadgets dans nos vies. Donc une caméra dans le frigo, c'est carrément, franchement, ça va trop loin, quoi. Hein. Ouais, moi, je préfère ouvrir tous les 5 minutes mon frigo que d'avoir une caméra. Ouais, à part faire un time-lapse sur les légumes en train de pourrir, qu'on achète et qu'on cuisine pas, ouais, je vois pas trop l'utilité non plus, mais je suis sûre que certaines personnes y trouveront leur intérêt, j'en suis sûre. Voilà, en tout cas, pour les téléphones, il y en aura toujours, je pense, jusqu'à, on va dire, la nuit des temps, parce que c'est vraiment utile. Hein. C'est un succès fou, en tout cas. Merci Mara. Merci à toi, Élise, merci à vous. Alors, on retrouve Chloé pour la rubrique Demandez le programme. Salut Chloé. Salut Élise, salut à tous. Et c'est parti donc pour une nouvelle chronique cinéma en ce mercredi 8 octobre. Alors je vous propose pour commencer donc le dernier film de David Fincher qui est un thriller intitulé Gone Girl avec Ben Affleck, Rosamund Pike et Neil Patrick Harris. Alors Gone Girl, laisse-moi deviner, donc une fille disparue, c'est ça? Exactement, alors c'est l'adaptation d'un best-seller, écrit par Gillian Flynn qui est intitulé en français Les Apparences. Et donc, pour vous donner une idée, ça représente à peu près 2 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis et 20 semaines consécutives au classement des meilleures ventes. C'est assez rare. Hein. La romancière américaine signe donc également le scénario du film. Oui, alors, outre son travail remarquable en tant qu'auteur, Gillian Flynn a elle-même donc adapté son roman pour le passage au grand écran. Et d'ailleurs, le réalisateur David Fincher le dit, Gillian a un don. Donc, je veux bien le croire, hein, pour prendre un roman. Alors, le roman, à la base, il fait 500 pages. Elle a réussi donc à n'en garder que 120 pour le script et en plus, elle a rajouté des éléments inédits. Donc, faut le faire. Hein. Et puis, d'ailleurs, je le cite, hein, le réalisateur le dit, je n'avais jamais vu une description comme celle-là au cinéma auparavant. Donc, ça commence comme un mystère, ça tombe ensuite dans le thriller absurde pour aboutir ultimement à une satire. Et donc il est rare de voir quelqu'un jongler avec des éléments disparates de cette façon et en faire un exercice de haute voltige. Alors et ces éléments inédits dont tu parles, ça veut dire qu'elle a changé l'histoire pour l'adaptation cinéma? Eh bien oui, à la grande surprise de tous au moment de passer donc, du livre au cinéma, l'auteur donc a changé la fin de l'histoire et donc elle a réécrit la fin de l'histoire et elle a créé donc un 3e acte complètement inédit. Bon tant mieux pour ceux qui ont déjà lu le livre et qui pensaient connaître la fin. Alors ça fera une surprise à prévoir en salle. Exactement. Voilà, donc ça illustre bien à quel point le talent de cet auteur. Quoi. Donc en gros, de quoi parle l'histoire? Alors à l'occasion de son 5e anniversaire, Nick Dunn, qui est interprété donc par Ben Affleck, signale la disparition de sa femme Amy, qui est interprétée donc par Rosamund Pike. Et donc sous la pression de la police et des médias, l'image du couple modèle commence un peu à s'effriter. Alors en plus de ça, les mensonges de Nick avec son comportement un petit peu bizarre vont amener en fait tout le monde en fait à se poser une seule et même question, est-ce que c'est lui qui a tué sa femme? Et c'est donc Ben Affleck que l'on trouve dans le rôle principal. Oui, alors d'ailleurs le réalisateur Fincher a révélé n'offrir ses rôles masculins qu'à Brad Pitt. En premier lieu, il choisit Brad Pitt toujours pour les rôles masculins. Il a travaillé avec lui d'ailleurs sur Seven, Fight Club et puis L'étrange histoire de Benjamin Button. Et donc il avoue avoir choisi cette fois-ci Ben Affleck sur la foi d'une scène clé, une scène du roman
mort de Gillian Flynn, une scène qui devait absolument apparaître dans le film. Alors c'est quelle scène? Donc c'est la scène où le personnage principal doit sourire en fait près du poster, du portrait de sa femme disparue, devant la presse locale et devant la population. Donc il a été choisi pour son sourire. Exactement, il a été choisi pour son sourire. En fait, c'est exactement le sourire que Fincher recherchait pour le rôle du tueur présumé. Donc il a avoué, David Fincher, être allé voir sur Google Images tout simplement. Et il a fait des recherches sur Internet et donc il a pris des photos des comédiens auxquels il avait pensé pour ce rôle. Et en tapant Ben Affleck, il est tombé donc sur une 50aine de photos où Ben Affleck apparaissait donc avec ce sourire face au public. Donc c'est un sourire assez particulier. On sent qu'il tient ce sourire pour faire plaisir aux gens en fait, mais on peut percevoir ce sourire différemment. Il peut apparaître un peu plus sombre en fait. Et c'est là en fait que ce sourire laisse planer un doute et on se demande s'il cache du désespoir ou est-ce qu'il cache de la culpabilité. Donc on le saura à l'issue de ce film. En attendant, je vous propose de découvrir la bande-annonce du film, c'est tout de suite. Nick Dunn, vous êtes sans doute l'homme le plus détesté d'Amérique aujourd'hui. Nick, avez-vous tué votre femme? Tout le monde nous disait, nous répétait sans cesse, le mariage c'est une rude épreuve. Pas pour Nick et moi. Comme vous le savez tous, mon épouse, Amy Elliott Dunn, a disparu il y a 3 jours. Je n'ai rien à voir avec sa disparition. Je n'ai rien à cacher. Amy a-t-elle des amis à qui nous pourrions parler? Non, pas vraiment. Vous ignorez si elle a des amis, vous ignorez ce qu'elle fait de ses journées, vous ignorez même son groupe sanguin. Il joue les gentils garçons pour qu'on pense que c'est un gentil garçon. Vous ne l'aimez vraiment pas. Je ne fais rien de plus qu'être courtois avec tous ces gens qui bénévolement nous aident à retrouver Amy. Je vais m'entraîner à croire que mon mari m'aime. Mais je pourrais me tromper. Vous avez déjà vu ce type à lunettes là? Amy est le genre de femme qui attire des admirateurs. Son ravisseur va forcément la ramener. J'espère que vous avez une explication. Vous voulez résoudre sa chasse au trésor? Vous auriez vu cette femme par ici? Oui, je me souviens d'elle. Vous, je vous connais. Je vous ai vu au centre bénévole. Je ferai mon aide. Que voulait-elle? Elle voulait une arme. Nous sommes tous terrifiés. Mais nous sommes ensemble maintenant. J'ai le sentiment d'être une chose dont on voudrait se débarrasser. Le sentiment que je pourrais disparaître. Le trait caractéristique d'un sociopathe, c'est son absence d'empathie. Amy avait perdu beaucoup de sang et quelqu'un a tout nettoyé. Pourquoi avoir nettoyé si on voulait faire croire à un meurtre? Je sais pas ce qu'ils ont trouvé, mais à mon avis, ça devait pas être beau à voir. J'avais fini par réaliser que j'avais peur de mon propre mari. Je vais vous guider comme si vous déposiez. Ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Un singe savant. Un singe savant qui échappe à la peine de mort. Elle ne fera de vous qu'une bouchée. Vous l'avez agressé? C'est pas assez bien pour toi? Agressé? C'est encore pire que ça! Absolument pas. Je l'ai jamais touché. Nous pensons que Nick est impliqué dans la disparition de notre fille. Sans cadavre, sans arme du crime, leur seul espoir serait un aveu. Vous n'avez aucune nouvelle? Répondez-moi franchement, comment était votre mariage? Vous êtes en train de me demander si j'ai tué ma femme? L'homme de mes rêves, qui partage ma vie, pourrait me tuer. Et ma version de l'histoire? Cet homme-là pourrait me tuer. Ses propres mots. Cet homme-là pourrait véritablement me tuer. Vous connaissez l'expression, les bonnes réponses sont souvent les plus simples. Honnêtement, pour moi, ça n'a jamais été une vérité. Voilà, donc mystère, ceux qui veulent en savoir pendant la suite, rendez-vous dans les salles de cinéma. Donc on continue avec une deuxième sortie Ciné-Cloche. Oui, alors la deuxième sortie dont je vous parle aujourd'hui va vous donner froid dans le dos. Alors dis-moi pas que c'est pas un film d'horreur. Et si, après Chucky, la poupée de sang, je vous présente aujourd'hui une autre poupée maléfique, Annabelle. C'est un film réalisé par John R. Leonetti. Alors je vois d'ici la poupée possédée qui tue tout le monde, qui fait peur à tout le monde. Alors, elle sort d'où cette poupée? Alors, si vous avez vu déjà et apprécié le film Conjuring, les dossiers Warren, effectivement, le terrifiant petit minois d'Annabelle ne vous est pas étranger. Donc, la poupée maléfique Annabelle avait fait une apparition des plus remarquées donc, dans ce film réalisé par James Wan, si bien qu'en novembre 2013, la production d'un spin-off centré donc sur ce personnage avait été annoncée. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et puis, figure-toi que cette poupée, elle a vraiment existé et c'est donc son histoire logique
Bruges qui a inspiré le film. Ça commence à me faire flipper. C'est vrai quoi? Si, je te promets, Annabelle n'est pas fictive, elle est bien réelle. Et donc, dans la vie courante, cette poupée possédée est aussi terrifiante que sa description, donc Conjuring. Donc, d'après les époux Warren, alors les époux Warren sont les héros du premier film, Conjuring, la poupée, en fait, a été offerte par une maman à sa fille dans les années 70. Et en fait, c'est une poupée de chiffon et non une poupée de porcelaine comme dans le film. Et donc, cette poupée, ce qu'elle avait de particulier, c'est qu'au début, elle n'arrêtait pas de se déplacer, ce qui est un peu bizarre. Donc, elle l'a laissée sur son lit le soir, elle revenait, elle était dans une autre pièce, dans d'autres positions. Et puis, elle laissait aussi des messages écrits, des messages étrange. Et puis un jour, elle a même essayé d'étrangler quelqu'un. En plus, elle sait écrire, ça fait peur. Moi, genre l'ambiance, quoi. Alors, ils ont fait quoi ensuite? Alors, pour élucider le mystère qui entourait donc cette poupée, ils ont fait appel à des démonologues, les démonologues Ed et Lorraine Warren. Comment? Des démonologues? Démonologues. D'accord, je ne savais pas que ça existait. Ouais. Ah oui, donc le couple, c'est le couple de chasseurs d'esprits, là, dont tu parlais dans le film Conjuring. Exactement, voilà. Ce sont des Américains, donc ils sont chasseurs d'esprits. Ils ont enquêté donc sur des milliers de cas aux États-Unis. Le plus célèbre de ces cas, ça a été le cas d'Amityville. Et donc, ils ont même un site officiel sur Internet. Et donc, pour en revenir à notre poupée, les époux Warren donc, ont contacté un prêtre pour exorciser les lieux. Et ensuite, ils ont décidé d'embarquer la poupée avec eux pour empêcher qu'elle ne soit utilisée de nouveau. Et du coup, ils en ont fait quoi de la poupée? Alors, il a fallu la mettre dans une vitrine fermée à double tour qui a été ensuite bénie par un prêtre. Donc, ils l'ont entreposée dans leur musée personnel de l'occulte. Et depuis, la poupée n'a pas bougé, mais en revanche, elle aurait continué à faire du mal. Ah bon? Comment? Alors, en fait, on ne sait pas si c'est le hasard ou si c'est autre chose, mais un jour, en fait, un couple est venu visiter le musée des Warren. Et donc, le jeune homme qui fait partie de ce couple, le jeune homme, malgré les conseils de sa copine, s'est amusé, en fait, à frapper au carreau de la vitrine de la poupée. Et donc, en quittant le musée, la moto a fait une embardée, donc la jeune fille n'a rien eu, mais le jeune homme est mort sur le coup. On va dire que c'est une coïncidence. Alors, une autre coïncidence aussi, c'est que la poupée porte le même prénom que l'actrice principale du film, Annabelle Wallis. Voilà, donc coïncidence ou pur hasard, mystère, on ne sait pas. Bref, sans plus attendre, je vous propose de regarder donc la bande-annonce du film d'horreur Annabelle. Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un cri chez les voisins. Ouais, si, je vais voir. John? Est-ce que tout va bien? Oh mon Dieu, tu es couvert de sang! Rentre à la maison, c'est pas mon sang. Faut appeler une ambulance immédiatement. Vite! J'aime bien tes poupées. Vous avez survécu. On sort plus fort d'une telle expérience. Il n'y a plus rien à craindre. C'est le dernier carton. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je te jure que je l'avais jeté. Quelqu'un a sûrement dû se tromper. Voilà, il a sa place. Tu viens voir maman? Viens voir maman. Des choses que je ne peux pas expliquer. Il faut consulter quelqu'un. Je ne pense pas que vous ayez affaire à un fantôme. Parfois, les démons peuvent s'attacher à des objets. Qu'est-ce que je dois faire? Protégez votre famille. Mia! Qui es-tu?
Ouh là là, je crois que je vais plutôt aller regarder Gun Girl. Hein. Alors bon, on continue avec les autres projections du territoire. Oui, Élise, alors pour une fois, on dépasse Bourail, puisque nous allons dans le nord, à la médiathèque de Poindimier, où une projection est programmée aujourd'hui même. Alors, la projection de quel film, Chloé? Donc, il s'agit du film Donner, recevoir. C'est un film de Michel et Bernard Dalmoline, sur une idée de François Bell, qui est un médecin néphrologue. Ouais, c'est un film sur le thème du don d'organes et de la greffe. C'est bien ça. Alors, ce film propose donc les histoires de vie de 4 familles qui ont été confrontées donc aux questions du don d'organes et de la greffe. Et donc, ce qui est intéressant dans ce film, c'est surtout le cheminement de la pensée qui les a menés à cette décision, donc du don d'organes ou de la greffe, plutôt que l'aspect médical. Donc là, on est vraiment dans les familles avec beaucoup d'humilité, beaucoup de générosité. Ces personnages donc nous dévoilent les souffrances, les sentiments, mais aussi les bonheurs qui ont entouré ces moments exceptionnels. Voilà, et cette projection sera suivie d'un débat animé par des intervenants chargés de l'information et du don d'organes et de la greffe. C'est ça. Voilà, c'est bien ça. Donc la projection est prévue donc aujourd'hui à 17h30. C'est à Poindimier, à la médiathèque. Et donc l'entrée libre et gratuite. Mais il y aura également d'autres projections dans d'autres communes. Alors le lundi 13 octobre à 19h, ce sera au Doc socioculturel de Païta. Le mardi 14 octobre à 18h au Centre culturel du Mont d'Or, 18h30. Et le mercredi 15 octobre à 18h30 aussi au Conservatoire de musique de Koumak. Et donc il y aura également des projections qui seront prévues à Lifou et à Nouméa, ce sera en novembre. D'accord, et on finit cette fois-ci avec les autres salles de cinéma du territoire. Voilà, alors à la fois aujourd'hui et demain, vous pouvez retrouver donc Expendables 3 à 17h30, et puis le samedi 11 à 17h et 19h30 de séances. Et puis pendant les vacances scolaires, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du cinéma directement, puisque dans le cadre de différents festivals de cinéma, il y aura plusieurs séances gratuites qui seront programmées, donc profitez-en. Alors il y aura par exemple le documentaire L'île continent, ce sont les forêts humides de Nouvelle-Calédonie. C'est un documentaire d'Alan Nogues en préfiguration du 5e congrès de BirdLife pour la région Pacifique, qui est organisé donc par la Société calédonienne d'ornithologie. Donc c'est du 15 au 17 octobre de cette année. Et donc il y aura également les films La tête d'Ataï et l'enfant prodige maori, qui sont eux projetés dans le cadre du festival Anuru Amboro du 17 au 25 octobre. Et puis Little Bird, ce film sera présenté dans le cadre du festival du film européen. Et on va cette fois-ci dans la salle de cinéma de Bourail. Oui, à Bourail, aujourd'hui, c'est le film Echo qui est projeté à 17h30 et samedi 11 à 18h30. Et puis demain, jeudi 9 et vendredi 10 à 18h30, le film proposé à l'affiche, c'est la comédie 22 Jump Street qu'on a déjà eu l'occasion de présenter avec Channing Tatum et Jonah Hill. D'accord, et là les projections sont gratuites pendant les vacances. Voilà, il y aura également des projections gratuites dans le cadre par exemple de la célébration des 150 ans de présence des déportés algériens, marocains et tunisiens en Nouvelle-Calédonie. C'est l'association des Arabes et Amis des Arabes qui nous convie donc à cette journée commémorative qui aura lieu donc à Nestadiou. Donc il y aura des cérémonies, une visite de la mosquée, des animations et puis bien sûr la projection du film Le Retour. C'est un film de Saïd Oulmi et Fatih Assi Youssef, un réalisateur et producteur. Donc ce film s'intitule Le Retour. Il sera projeté donc le samedi 18 octobre à 16h30. Ce sera au Colisée pour le grand public. Au cinéma pour les officiels, donc suivi d'un échange avec le réalisateur et le producteur qui seront là. Et donc cette projection au Colisée est gratuite, mais les places sont limitées, donc c'est sur réservation. N'hésitez pas à vous renseigner. Et puis également, dans le cadre du festival Anuru Amboro, des projections gratuites sont proposées au cinéma de Bourail du mardi 21 au vendredi 24. Là encore, les places sont limitées, donc il faut vous renseigner au préalable pour les inscriptions. Voilà, merci Chloé pour toutes ces infos. Avec plaisir Élise, merci à tous, à très bientôt. Allez, on retrouve donc Camille pour notre rubrique Grandeur Nature. Bonjour Camille, alors on reparle des sternes Néréis aujourd'hui. C'est ça, bonjour Élise, bonjour à tous. Rappelez-vous, on a parlé des sternes Néréis de la colonie du Nord. Et bien aujourd'hui, on va s'intéresser à la colonie du Sud qui est extrêmement bien surveillée elle aussi. Alors petit rappel, la sterne Néréis, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un oiseau marin
Parmi les plus menacés au monde de disparition, il est classé comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Donc cet oiseau, c'est un oiseau de 40 cm d'envergure, blanc avec le dessus noir. Voilà. Alors Camille, est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs le projet que nous avons suivi dans le Nord? Alors exactement, on a suivi un projet d'installation de leurre de Stern Nereis sur un îlot, l'îlot Tangadiou, donc à Koumak. C'est une classe de 6e SECPA qui a participé à la réalisation de ces leurres en cours d'art plastique et en sciences pour en apprendre plus sur l'espèce. Et du coup, les élèves sont allés les déposer sur l'îlot. Je vous propose donc de revenir en images sur ce projet déjà réalisé. Là où on va les mettre à l'îlot Tangadiou la semaine prochaine avec les enfants. L'îlot est favorable au Stern Nereis, mais ils n'ont jamais niché sur cet îlot-là, à notre connaissance. Donc il y a vraiment un caractère expérimental pour les leurres, à essayer de les faire venir à un endroit où elles n'ont jamais été observées encore en reproduction. On va essayer de suivre cet îlot-là régulièrement, vu qu'il y a des opérations de reboisement avec la province Nord. C'est un îlot sur lequel on va assez souvent, ou les membres de la province, le district forestier ou les gardes nature. Donc on pourra observer facilement s'il y a installation d'oiseaux ou des oiseaux qui sont intéressés par ces leurres. Je vois un oiseau déjà. Ah oui, un oiseau. Négrette, un long cou. Là-dedans. Tiens, monsieur, on est où les gilets? Donc au départ, c'est un peu difficile pour voir là-dedans. Alors, et ça, c'est quoi? Sternipé. Bien. Cette action ornithologique qui pourrait s'apparenter à presque de la science et du coup a été adaptée pour le programme pédagogique des élèves de 6e. Et très facilement, on a pu adapter nos discours, nos thèmes à leur programme parce que ça s'impliquait bien à la connaissance des espèces, de leur habitat. Donc maintenant, ils savent reconnaître différentes familles d'oiseaux marins et côtiers et ça, c'est déjà bien. Voilà, un chacun. Allez, tu l'as, tu recules. Merci. Regardez-moi les enfants. Là, on est sur l'habitat de nidification des Stern Nereis. Donc, c'est des endroits sur les îlots où il n'y a pas de végétation comme ça. Bon, ben, ça leur plaît parce qu'il n'y a pas. Les prédateurs, ils ne peuvent pas se percher près. Et donc, ça ne sert à rien de faire un nid autour des sternes. Le poser est très simple en fait parce que vous avez vu qu'elles mettent leurs œufs juste sur le sable comme ça, quoi. Elles construisent rien. Elles construisent vraiment rien. Elles mettent 1 ou 2 œufs comme ça sur là où il y a le corail mort. Donc là ici, qu'est-ce qu'on a? Du corail mort. Donc on est sur leur habitat. On est sur l'habitat des Stern Nereis. Donc les leurs, ils sont très bien comme ils sont. On va les laisser. Hein. Du coup, on l'a vu, eh bien, ces leurres sont placées directement sur le sol. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des oiseaux qui nichent sur le corail mort. Ils font une toute petite cuvette et y installent leurs œufs. Alors, la colonie vit en plus tous ensemble, donc c'est très dangereux pour les oiseaux d'avoir des gens qui viennent faut sur pas les déranger. les îlots. Voilà. Donc le principal danger, c'est donc le dérangement humain pour ces oiseaux. On l'a vu, ces oiseaux donc vivent ensemble. Et donc, il est très déconseillé d'aller sur les zones de nidification parce que une fois qu'on s'approche, les oiseaux vont s'envoler et les œufs vont être exposés à la chaleur du soleil et donc cuire.
Du coup, en plus, ces œufs sont très petits. On peut facilement marcher dessus sans le voir. Donc, il ne faut pas approcher ces zones de nidification. Alors, l'ASCO met en place plusieurs actions pour protéger ces colonies, notamment sur l'îlot le plus fréquenté de Nouvelle-Calédonie. Donc, direction le phare Amédée. Je suis salarié à la Société calédonienne d'ornithologie, qui est une association qui s'occupe d'observer, d'étudier et de protéger les oiseaux. Donc notre mission aujourd'hui, ça va être de surveiller la reproduction de la sterne, compter le nombre de sternes qu'on va observer, et notamment le nombre de nids actifs. S'il y a des nids actifs, on va regarder le stade où en est la reproduction. Si on voit des œufs, pas trop les œufs pour éviter le dérangement, mais essentiellement les poussins, notamment les poussins qui sont sortis du nid et qui courent sur la plage. Et puis on en profite également pour parler avec le public et faire de la sensibilisation, de l'information et surveiller que la protection et la mise en défense est bien respectée. Alors, la sterne néréis fait partie du groupe des oiseaux marins, donc ce qui va schématiquement pour caractériser un oiseau marin. Ça va être un oiseau déjà qui pêche et surtout qu'elle ait pattes palmées. Ça va être une caractéristique qu'on retrouve chez tous les oiseaux marins. Et la sterne néréis fait partie d'une famille à l'intérieur de ce grand groupe qu'on appelle les laridés. C'est la même famille que les mouettes, que les nodis, des oiseaux qu'on trouve aussi sur le lagon. Donc en général, c'est des petits oiseaux marins qui vont essentiellement se nourrir, se reproduire sur le lagon et pas à l'extérieur sur le milieu qu'on dit marin, pélagique. Donc on va retrouver ça plutôt auprès des côtes. Et la sterne néréis, sa particularité, comme beaucoup de sternes en Calédonie, c'est des sternes qui sont blanches. Avec elle, en période de reproduction, un bec rouge, des pattes, un bec plutôt orange-jaune, des pattes aussi très orange, une tunique plutôt globalement blanc-gris au niveau des ailes, ça dépend du soleil comme on la voit, et une calotte noire qui s'avance sur le front et sur la tête. C'est une espèce qu'on va retrouver essentiellement en Océanie, dans le Pacifique, donc en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Nouvelle-Calédonie. Elle est présente que dans ces trois pays-là au jour d'aujourd'hui. Elle est protégée dans les trois pays, elle est en déclin dans les trois pays et en fonction des zones géographiques, notamment de ces trois pays-là, on va parler de sous-espèces pour les populations qui y vivent. Donc ici on est sur une sous-espèce endémique, on ne trouve qu'en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est la Sternula nereis exul, de son petit nom latin. Cette population en Calédonie représente environ 300 individus, 150 couples nicheurs en reproduction, qui vont être dispersés sur, on va dire, 4 grands foyers. Le principal foyer de reproduction va être dans le nord-ouest, près de Kumak, sur les îlots de Kumak. Donc actuellement, on a une action aussi de sensibilisation et de protection des nids dans le nord. Ici, on va suivre la sterne néréis sur l'îlot. Donc aujourd'hui, on va faire un état des lieux un petit peu de la situation sur l'îlot Amédée, de la reproduction de la sterne. Et les semaines suivantes et les jours suivants, ça va être des bénévoles de l'association qui vont prendre le relais et qui vont eux-mêmes faire le suivi des oiseaux. Ça consiste essentiellement à faire le suivi de la sterne néréis et à compter le nombre de nids actifs, c'est-à-dire avec des œufs ou des poussins sur l'îlot et dans la mise en défense, c'est-à-dire la zone qui est protégée par des barrières, avec un panneau de signalisation d'interdiction de pénétrer. Et ça va consister à faire dans la journée 2 passages, un passage le matin et un passage l'après-midi pour voir s'il y a des effectifs qui fluctuent durant la journée, et notamment s'il n'y a pas des jeunes d'autres îlots qui viennent se reposer l'après-midi sur l'îlot, et s'il y a d'autres couples qui tentent aussi de s'installer au cours de la journée qu'on n'aurait peut-être pas identifié le matin. Et puis aussi, on fera de la sensibilisation autour de la protection des oiseaux marins, on profitera pour passer des messages auprès de ce public-là. Ça va être le déroulement de la journée. Après avoir constaté par un bénévole de l'association qu'il y avait bien de la nidification active sur l'îlot, donc ça à partir d'il y a 15 jours, on a constaté que notamment certains nids et certains oiseaux en position d'incubation étaient de l'autre côté de la mise en défense, donc sur la zone finalement en libre passage qui n'était pas réglementée. La brigade nature, les gardes nature, qui viennent vérifier et constater à leur tour qu'il y a bien nidification et qui font ce qu'il faut pour réajuster la protection. Donc soit on est avec eux, c'est sur une mission où on est avec eux, soit ils le font tout seuls. Et là, ils ont décidé donc de prendre la mise en défense, la barrière qui coupait la plage, pour la décaler, pour augmenter la zone de quiétude et intégrer les nids qui s'étaient installés et s'adapter finalement au comportement de l'oiseau qui peut être fluctuant d'une année sur l'autre.
Là justement on continue l'observation de la zone, donc on a commencé au niveau de la mise en défense. Là on va rechecker un petit peu cette partie-là pour continuer à trouver le nombre d'individus en incubation, donc avec des nids actifs. Donc là notamment on peut retrouver les premiers qu'on a vus. Là en face de nous on a un individu qui est sur œuf aussi, qui correspond au 5e nid qu'on peut observer du bout de la mise en défense. Parfois on ne voit pas bien les nids, comme nous on est obligé pour faire le suivi de rentrer un petit peu dans la mise en défense, en limite de végétation, sans perturber les oiseaux, mais pour être sûr de voir sur des endroits où on a des angles morts. Donc là je vais juste passer à l'intérieur juste après. Alors, régulièrement sur l'îlot Amédée, on a des survols d'avions ou d'hélicoptères pour la plaisance essentiellement. C'est quelque chose qui peut être dérangeant sur les îlots, le fait qu'un hélicoptère tourne pour les colonies d'oiseaux marins, et ça l'est d'autant plus si l'hélicoptère se pose sur l'îlot. Le fait qu'un hélicoptère se pose, forcément ça fait décoller les oiseaux marins, que ce soit en été ou en hiver pour la sterne iris quand elle est en reproduction. La conséquence que ça a, c'est que quand les oiseaux sont envolés, les œufs se retrouvent, et c'est la même logique avec le public qui vient déranger à l'intérieur de la mise en défense, les œufs se retrouvent complètement à l'air libre, face au soleil, et peuvent ce qu'on appelle cuire, c'est-à-dire devenir non viables, mourir. Donc ça c'est assez problématique. Et quand on a notamment des gros dérangements comme un avion ou un hélicoptère qui survole une zone à basse altitude, même qui se pose à proximité d'une zone de reproduction, on peut vraiment avoir une reproduction entière de colonies qui échouent sur l'année. Donc la préconisation, c'est effectivement qu'on a faite nous en termes d'activité sur les îlots, c'est d'interdire complètement la pose d'hélicoptères sur les îlots. À l'heure actuelle, les choses ne sont pas encore très claires, et notamment il y a encore des pauses sur Amédée. Alors là on vient de faire le bilan du comptage de l'après-midi. On a fait un comptage ce matin où on a détecté 11 nids a priori actifs, c'est-à-dire soit des individus qui sont posés au sol et qui sont a priori sur œufs, mais on n'a pas été vérifié pour ne pas les déranger. En tout cas ils ont une position qu'on dit d'incubation. Et puis on avait vu un poussin aussi ce matin, et là cet après-midi on a refait un comptage, on a vu un peu plus de poussins, donc il y a certainement des oiseaux vus ce matin qui étaient un petit peu à protéger le poussin et qui sont plus actifs cet après-midi. Mais on retombe sur un nombre de nids actifs total, effectivement, encore une fois, de 12. Donc on en a un de différence, on a trouvé un de plus cet après-midi, mais on a vu plus de poussins cet après-midi aussi. Voilà, donc un comptage, ça correspond à ce qui a été vu les jours précédents. On a eu un maximum de 14 nids actifs. Hier, a priori, il y en a eu une dizaine qui ont été vus aussi, et là, aujourd'hui, on retombe dessus, donc on peut estimer que le comptage est assez sérieux et assez bien fait. On a notre nombre d'individus. Elle est au sol, elle est en incubation justement, elle est vraiment sur nid a priori, donc il y a certainement des œufs dessous. Et là on a ces congénères qui sont en vol sur le lagon là. Voilà, là on en a en vol, là ce petit groupe c'est cette taille là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là on en a une dizaine, il y en a 2 devant. Et c'est soit des oiseaux qui ne sont pas en reproduction, qui tournent autour de la colonie, qui vont peut-être s'installer ou pas, qui sont peut-être pas à l'âge encore de la repro. Ou autrement, c'est des individus qui font à la pêche et qui vont apporter du poisson à celui-là qui est sur l'œuf et qui est en incubation. Voilà. Ils sont des oiseaux en pêche. Et au-delà de ce groupe qui est là-bas, on a des individus esselés là qu'on voit pas comme ça juste à l'œil nu, qui sont posés au sol et qui sont sur des œufs. Donc sur des petites cuvettes qui ont été creusées en fait, et puis ils posent leur œuf comme ça à même le sol, sans branches, sans herbe, ni rien. Et là on en a une ici là, qui est dans la longue vue là, si vous voulez la voir. C'est un petit oiseau qui est discret, tu peux regarder dedans si tu veux. Il faut fermer un œil et puis regarder avec l'autre. Tu vois? C'est un... C'est un oiseau, c'est une sterne. Alors en vrai, tu vois les grosses feuilles qui rampent sur le sol là? Eh ben c'est juste derrière, elle est juste derrière. Elle est à 20 mètres de nous à peu près.
Voilà, on disait que c'était important de protéger les sternes, car je me souviens bien, tu nous avais dit qu'il y avait des sternes à Lansvata, c'est ça? Exactement. Et à cause de la hausse de fréquentation, eh bien, les sternes étaient partis. Mais du coup, Camille, est-ce que tu peux nous rappeler les consignes à suivre face à une colonie? Eh bien, on les laisse tranquilles, tout simplement. On ne s'approche pas des colonies. Juste ça. Voilà. Il faut rester au moins à 20 mètres de ces oiseaux pour, bien sûr, comme on l'a déjà dit, pour pas qu'ils s'envolent et que les œufs soient exposés à la chaleur du soleil. Donc voilà les consignes que je peux vous donner en tout cas. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des sternes sur l'îlot? Alors aujourd'hui, eh bien, les sternes sont sur le point de partir. Pourquoi? Bien parce que la période de nidification est en train de se terminer. Il faut savoir que pendant le pic de fréquentation de l'îlot, il y a eu près de 17 nids, soit environ une cinquantaine d'individus. Et là-bas, eh bien, lors du dernier comptage, aujourd'hui, il ne reste plus que 4 adultes et 2 juvéniles. D'accord. Et les sternes partent où, en fait? Eh bien, on ne le sait pas. D'accord. Voilà, la Société calédonienne d'ornithologie bague depuis 2011 les sternes pour avoir un suivi, pour pouvoir les observer à distance en fait. D'accord. Et comment ils font pour les baguer? Eh bien, comment ça se passe? Ils capturent des poussins de sternes néréis avant qu'ils apprennent à voler. Et une fois capturés, ils leur installent 2 bagues, une bague métallique et une bague de couleur. Donc la bague métallique, sur la bague, il va être inscrit un code qui est comme une plaque d'immatriculation, on peut dire ça comme ça. Et la bague de couleur, ça va permettre aux scientifiques de les observer, quand ils vont les observer en mer, de les reconnaître plus facilement. D'accord. Et combien d'oiseaux ont pu être bagués depuis le début de l'opération? Alors, début de l'opération, donc en 2011, 3 sternes sont bagués. En 2012, il n'y aura pas de sternes bagués. L'année dernière, il y a eu 5 sternes de bagués et cette année, 0 encore. Donc, si je comprends bien, ça fait 8, mais on n'a pas encore d'infos sur leur déplacement? Alors non, 0 info. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une même étude est menée en Australie et qu'on s'est aperçu que les sternes volaient à maximum 77 km de leur zone de naissance. Donc, ce n'est pas énorme d'après les scientifiques, mais en Nouvelle-Calédonie, pour l'heure, 0 info chiffrée. Donc d'accord, affaire à suivre. Si tu as des nouvelles, tu viens nous dire dans la quotidienne. Bien sûr, les infos vous seront données ici. En tout cas, si vous voulez quand même aider la Société calédonienne d'ornithologie dans leur projet, si vous voyez des oiseaux en danger, ou si vous voulez participer actuellement, ils vont lancer une campagne d'enregistrement de chants de cagou. Eh bien, si vous voulez y participer, vous pouvez les contacter au 23 33 42. Merci Camille. Merci Élise, à bientôt. Voilà, c'est avec cette émission qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne. Tata à tous.